Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour avec 4 minutes de retard. Je vous dis bonjour, j'avais dit que je serais là de 17h à 19h. Voilà, donc je vais essayer. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour. Faites-moi signe si vous êtes connectés. Bonjour, messieurs, dames. Je vais commencer mon direct dans 2 à 3 petites minutes, s'il vous plaît. 2 à 3 petites minutes, je commence mon direct. Bonjour, bonjour. 2 à 3 petites minutes, je commence le direct. Faites-moi signe. Bonjour, monsieur, dames. Bonjour, bonjour. Dans 5 petites minutes, je commence mon direct. Bonjour, monsieur, dames. Bonjour, bonjour. Ok, je vois déjà une personne, donc c'est bon. Dans 3 petites minutes, je commence mon direct, monsieur, dames. Bonjour, bonjour. Voilà, le temps que je me prépare. Dans 5 petites minutes, je commence mon direct. Monsieur, dames, bonjour. Ah, ça c'est mon frère. Oh là là. Monsieur Machongorien. Merci beaucoup, frangin. Merci. Venant de toi, ce clin d'œil, je l'accepte volontiers. Tu es un frère. Voilà. Merci, Reine Machongo. Merci beaucoup. Merci infiniment, frangin. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Dans 2 petites minutes, je commence mon direct. Dans 2 petites minutes, je commence mon direct. Dans 2 petites minutes, je commence mon direct, mesdames, messieurs. Je vais amener le rétroviseur en 1900, j'ai dit 93. Voilà, j'amène le rétroviseur à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis au bâtiment D1. Le rétroviseur, je le reprends aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous repartons vers le rétroviseur. Voilà, dans 2 petites minutes, je commence mon direct. Dans 2 petites minutes, je commence mon direct. Mesdames, messieurs, bonjour. Le rétroviseur, je l'amène aujourd'hui en 1993. Voilà, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, plus précisément au bâtiment D1. Bon, mesdames, messieurs, voilà, je vais commencer à 10, dans 3 petites minutes. Donc, voilà, bonjour, mesdames, messieurs. Voilà, dans 1 minute, je commence. Je vais mettre cette personne à l'écran, c'est ce qu'on m'a demandé, ajouter. J'essaie de voir. Aucune réponse de la part de l'invité. Ok. Bon. Mesdames, messieurs, bonjour. Rôle géré sur le browser. Ok. Merci, coucou. Merci beaucoup. Bon. Voilà. Je peux commencer. Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais ramener le rétroviseur en 1993. Je vous avais dit qu'en 1987, il faut bien écouter les détails, en 1987, j'étais déjà à Fleury-Mérogis au bâtiment D1. La prison de Fleury-Mérogis est la plus grande prison en Europe. Je vous ai dit qu'elle a 5 bâtiments. Mais avant d'arriver à ces bâtiments, lorsque vous quittez le tribunal de Paris, lorsque vous entrez à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, vous passez d'abord par le CGD. Le CGD, c'est le centre de détention des jeunes, c'est-à-dire les mineurs.
déposez d'abord les CGD, c'est-à-dire les mineurs, et après, vous entamez la MAF. Bonjour Hélène Boise. La MAF, c'est la maison d'arrêt des femmes, qu'on appelle la MAF. Donc, après le CGD, le centre de détention des jeunes, on dépose les femmes, c'est-à-dire la maison d'arrêt des femmes, et après, on rentre maintenant chez les hommes. Ça veut dire la maison d'arrêt des hommes. Donc, il y a d'abord le CGD, on dépose d'abord les mineurs, le centre de détention des jeunes. Tout ça, c'est à l'intérieur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Je vous ai dit que c'est la plus grande prison d'Europe. Le CGD, d'abord les mineurs, la MAF, la maison d'arrêt des femmes, et après, vous entrez maintenant chez les hommes. Là-bas, il y a 5 bâtiments. Le premier bâtiment que j'étais là-bas en 1987, je vous l'ai dit, c'était le D1. C'était en 1987. Je vous avais dit qu'à cette époque, j'ai un ami que je considérais comme un frère qui m'avait pris ma meilleure petite amie. Nous sommes en 1993. Donc, 87, j'étais au D1. 93, 6 ans plus tard, je reviens encore dans le même bâtiment. Et ce n'est pas moi qui choisis les bâtiments. Quand vous venez, c'est le directeur qui vous met dans les bâtiments qu'il veut. Donc, l'ironie du sort fera que je me retrouve encore au D1. Mais avant d'arriver là, je vous amène déjà comment je m'étais fait arrêter. Nous sommes en 1993, j'ai rendez-vous avec Hugo Boss, celui qui vit actuellement à Grigny. Mais à cette époque, en 1993, Hugo vivait à Meaux. Meaux, je pense que c'est le 77 ans. Donc, il était là-bas chez sa sœur, qu'on peut dire aujourd'hui une cousine, chez Odile. À cette époque, Odile était Madame Marco. Un coup de téléphone de l'Afrique que je n'ai pas pris. Voilà, donc à cette époque-là, Odile était Madame Marco. Hugo Boss vivait là-bas. Donc, il fallait que j'aille voir Hugo à Meaux. Il s'agissait d'un business, pas un business, mais un business ordinaire. Hugo avait ouvert un compte à la poste. Mais sauf que son récépissé était fini. Mais vous savez que les noms que nous mettons à l'époque, les noms que nous demandons l'asile politique, c'était pratiquement des faux noms. Et lui, il avait un compte dedans qu'il ne pouvait plus aller retirer son argent parce qu'il ne pouvait plus renouveler son récépissé. Donc l'argent était bloqué dedans. Il avait essayé de traficoter. Mais le conseil financier avait compris que cette pièce était trafiquée. Donc l'argent était bloqué dedans. Il travaillait sur ce nom-là. Donc il faisait ses économies à l'intérieur. Donc l'argent était bloqué, il ne pouvait pas récupérer l'argent. Donc il a fait appel à moi. Je suis parti le voir, il fallait que je puisse débloquer cette situation. Effectivement, pour débloquer cette situation, il fallait que je me fasse encore une pièce d'identité pour avoir une procuration de sa part pour que je puisse aller maintenant retirer cet argent-là. Ce n'était pas une mince affaire, mais il fallait le faire. Il y avait une grosse somme à l'intérieur. J'ai adapté un business. Il m'a fait, qu'est-ce qu'on appelle ça, une procuration. Et je suis parti, effectivement, j'ai rusé. Bon, je ne vous dis pas comment j'ai rusé. J'ai réussi à récupérer cet argent-là.
J'ai réussi à récupérer cet argent. Et finalement, je suis parti le voir. Je lui ai dit, OK, Hugo, c'est bon. Ton argent est là. J'ai réussi à récupérer ton argent. En 48 heures, j'avais réussi à lui récupérer son argent. Je lui ai donné son argent. Il m'a glissé mon petit billet. À mon retour de Meaux, de la gare de Meaux, j'arrive là-bas. Je prends mon train pour remonter à Paris. Je suis interpellé dans le train par les CRS. En fait de compte, il y a eu ce qu'on appelle une confusion. Il y avait des petits jeunes qui s'étaient battus, peut-être avec les contrôleurs, je ne sais pas. Mais moi, comme je continue de porter le look à la folie. Donc j'avais un complet jean, le spectre s'est déchiré. Pour eux, ils se sont dit que c'était déchiré peut-être parce que je m'étais battu, je faisais partie du groupe. Vous voyez la confusion. Mon look va me porter préjudice. Ils vont me descendre à la première station, je crois que c'est Lagny, pour faire une vérification. Vous voyez, dans une confusion de combat, moi qui porte les vêtements déchirés, les CRS se disent que celui-là, il s'est battu, on l'a déchiré les vêtements. En fait, comme c'était mon look. Mais ce look va me porter préjudice parce que je vais me retrouver maintenant au commissariat de l'ANI. Et finalement, comme je venais aussi de sortir de la prison, j'ai un dossier. Et là-bas, j'arrive, on me dit, mais ça tombe bien. Quand j'ai mis les empreintes, on m'a dit, ça tombe bien. Bon, même pour cette affaire, si vous n'êtes pas dedans, ok. Vous avez peut-être des raisons, peut-être vous n'êtes pas dedans. Mais vous avez une condamnation par défaut. J'ai dit condamnation par défaut? Oui, vous avez une condamnation par défaut. J'avais une condamnation par défaut. Avec les faux noms qu'on laisse, mais les empreintes, vous ne pouvez pas les changer. Bon, finalement, on m'a notifié la condamnation par défaut d'un an. Vous voyez, je vais voir quelqu'un, je viens de prendre l'argent, on vient de me donner mon pourcentage, j'arrive et je suis arrêté parce qu'il y a eu une confusion, le look, on arrive. Voilà. À cette époque, comme je vous dis, j'étais toujours au mauvais endroit et à la mauvaise place. Là, je vous l'ai dit que là, je ne fais même plus, c'est-à-dire que le compteur s'arrête maintenant à 6 mois de liberté. Donc là, je suis à 5 mois et demi, pratiquement à 6 mois. Je viens de sortir. En 92, j'entame l'année 93, le compteur s'arrête maintenant à 6 mois. Pas plus. Je n'arrive plus à faire 7 mois ou bien 8 mois depuis 87. Nous sommes maintenant en 93, ce qui fait 6 ans. Je n'arrive pas à faire 6 mois de liberté. Là, je suis à 6 mois de liberté et voilà comment je me fais arrêter. Là, je n'étais pas parti faire un business. Je venais d'un business, on m'a donné mon argent, il n'y avait rien d'anormal dans mes poches, mon look, confusion, mauvais endroit, mauvaise place au mauvais moment. Clac, une année. Et je vais me retrouver, je vous le dis maintenant, à Fleury-Mérogis. À Fleury-Mérogis, on va me mettre dans le bâtiment D1. Non, pardon, j'ai dit Décroix, je n'oublie pas, parce que le Décroix, c'est le bâtiment là où il y a le mitard. Je vous avais dit le mitard, c'est la prison, dans la prison. J'arrive au Décroix, l'ironie du sort va faire, bonjour. L'ironie du sort va faire qu'on va me donner la cellule où j'avais vécu en 1987. Et comme tout détenu, j'avais écrit mon nom dans cette chambre-là. J'avais écrit mon nom, j'avais écrit la date où j'étais rentré dans cette cellule et la date où j'étais libéré. Vous allez voir ça dans les commissariats, vous allez voir, il y a des gens qui écrivent un tel est passé par là, voilà. Donc j'avais écrit
Je rentre dans la chambre, je rentre dans la cellule, je regarde mon nom en 1987, ma liberté, je dis, mais tiens, mais c'était ma cellule il y a 6 ans. Je dis, mais non, mais dans cette cellule-là, j'ai de mauvais souvenirs. C'est ici qu'on m'avait pris la copine. J'ai dit, non, non, non. C'est pas voir le directeur. Je lui ai dit, monsieur le directeur, j'ai de mauvais souvenirs dans cette cellule. Il m'a dit, mais voilà, ça vous apprendra à écrire dans les murs. 6 ans plus tard, vous retrouvez votre cellule avec votre signature dedans, la date que vous êtes rentré et la date que vous êtes sorti. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Je te change de cellule. Et on va me changer de cellule, mesdames, messieurs. Je suis condamné à 1 an. Je me dis que ça va le faire. Maintenant, je vais commencer à citer quelques noms. Tout simplement parce que je n'ai pas envie que lorsque je donne un récit précis, qu'il y ait des gens qui se disent oh non, mais peut-être que ce n'est pas vrai. Je vais donner quelques noms. Les noms que je vais donner, je vous l'avais dit. Bonjour Dianonka. Si ce n'est pas des Yonkais, c'est des gens qui étaient là pour situation irrégulière. Donc ceux-là, je peux les citer parce que ce n'était pas du business. Voilà. Pour que mon récit soit crédible, en 1993, c'est là où je fais la connaissance aussi de Philosénie d'Allusione. 1993, pour ceux qui croient que Philosénie est venu en France au moment de la sapologie, non. Si vous avez vu Philosénie à Blois dans les années 2000, Philosénie est en France. Je l'ai connu en 1993. Parce qu'à cette époque-là, il n'avait pas de papier. Donc, il était arrêté là-bas pour situation irrégulière. Et c'est de là aussi qu'il sera reconduit à la frontière. Peut-être après 7 ans, vous le reverrez maintenant à Blois, avec la guerre de la Sape, avec la sapologie, et vous croyez que Philosénie venait d'arriver en France? Non. Ma relation avec Philosénie, s'il y a des gens qui ne comprennent pas quelle est mon affection par rapport à Philosénie, toutes les personnes que j'ai connues en prison, je dis toutes les personnes que j'ai connues en prison, ont ma considération. Parce que ce sont des amitiés qui se construisent dans la difficulté. Donc, lorsque vous me voyez avec Philosénie, c'est cette relation-là. Je repars en 1993 avec lui. Donc, toutes les personnes que j'ai connues en prison, je dis bien toutes les personnes que j'ai rencontrées en prison, font partie de ma mémoire. C'est des gens que je respecte. Ce sont des amitiés que je n'aime pas bousculer. Il n'y a pas que Philosénie en 1993. Il y a Dan Vétéran, le grand modile de Paris. Là aussi, c'est le grand frère d'Eberdiac, de Vaubrac. Là aussi, je répète, je précise, ce n'est pas un business. Situation irrégulière. Voilà, donc que l'on s'entende bien. Situation irrégulière. Il y a aussi oh là là, je sèche. Si le nom me revient, je vous le donnerai. Ce sont, à cette époque-là, 1993, elle était là-bas. Cocophilos, un coloterrain. Cocophilos, il est là, un coloterrain. Là aussi, ce n'est pas un business, mesdames, messieurs. Si je cite leur nom aujourd'hui, parce que ce sont des petits, par rapport à moi, qui ont maintenant régularisé leur situation. Donc, c'est un passé qui n'est pas lourd, ce n'était pas un passé de business, c'est parce que à cette époque-là, ils n'avaient pas de papier, et voilà. Et on les arrêtait pour situation irrégulière. Donc, ce n'était pas un business, donc ce n'était pas de voyous. Donc, c'est pourquoi je cite leur nom, pour dire qu'en telle année, en 1993, j'étais au Détroit. Les autres, nous étions nombreux, je préfère me taire. Alors, mesdames, messieurs, je suis là, avec tout ce monde-là, et je vous parle de l'ironie du sort. Quand je vous parle du rétroviseur, lorsque j'aurai fini le rétroviseur, vous comprendrez,
quelle est la grandeur de Dieu? Pour la première fois, l'ami que je considérais comme un frère venait d'être arrêté avec un grand frère que je ne vous donne pas le nom. Ils étaient partis dans un business qui avait mal tourné. C'était la première fois que lui, il était arrêté. Et figurez-vous, mesdames, messieurs, l'ironie du sort fera qu'on le mette au Détroit, alors qu'il y a 5 bâtiments. Au Détroit, c'est là où il venait me rendre visite, moi, avec la copine qui était la mienne. C'est-à-dire que c'est en 1987, nous sommes maintenant en 1993, 6 ans plus tard, cette fois-ci, nous sommes tous les deux maintenant les détenus. Ce n'est pas que moi qui suis seulement détenu et que lui, il vient me voir au Palois, mais cette fois-ci, lui aussi, il est arrêté. Et il est là avec un grand frère, que je ne vous donne pas le nom. Pour la première fois, il tombe. Mais il tombe dans mon ombre, dans mon univers. Mais comme j'avais de la haine envers lui, j'avais de la rancune. De 87, nous sommes en 93, on ne se dit pas bonjour. Le grand frère qui était venu avec lui dans le même business m'a conseillé de faire la paix. Je lui ai dit non, surtout pas ici en prison. Aide-lui à connaître la prison. J'ai dit, moi, personne ne m'a enseigné à connaître les rouages de la prison. Qu'il apprenne, comme tout le monde. O kabuta bako moral ya ndo bo na mente kamera kubene na kisa o se o bo na po po kamita kunta na kasa bolo godiante. Je ne vais pas l'emmerder, je ne vais pas le faire chier. Mais j'avais des petits qui avaient entendu cette histoire, puisque nous sommes nombreux là-bas. J'avais des petits à l'intérieur, puisque moi, ce n'était pas la première fois que j'étais à Fleury. Ils m'ont dit, mes vieux, est-ce que tu veux qu'on fasse de lui notre salope à la douche? Je dis non, ne le touchez pas, ça ne sert à rien. J'ai fini ma peine. Mesdames, messieurs, au moment où lui, il rentre, moi, il me reste 2 semaines pour sortir. Comme je vous ai dit, quand on vous condamne à 1 an, il y a les remises de peine. Donc là, j'ai coupé court parce que je n'ai pas fait un délit, donc il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. C'est une condamnation par défaut, j'ai signé. Voilà, donc je fais ma prison, donc il n'y a pas d'investigation. Donc voilà, donc voilà. Donc je coupe les détails. Nous arrivons, lui il vient en novembre 93. Il vient en novembre 93. Et moi, je vais sortir pour la première fois. Je vais sortir en décembre. Je viens de signer les grâces. Je vais sortir le 24 décembre 93. On m'a donné ma date de libération. De 87 jusqu'à 93, 6 ans plus tard, la coïncidence fera que je vais sortir le 24 décembre 1993. La même année, 93, moi je vais sortir parce que la remise de peine. Et je vais sortir le 24 décembre, mesdames et messieurs. Je sors le 24 décembre. À cette époque, je vous ai dit que j'étais chez mon grand frère, le préfet Gervais. Donc je vais voir mes petits. Samba de Franco, Guy Samba, il y avait Patou Misela à l'intérieur, il y avait Zico Malanda. Donc il y avait du monde, les petits savaient. Débat qui est mort. Débat Kibiti. À cette époque, ils étaient tous là-bas. Marlon, il y avait du monde dans cette maison-là. Il y avait Chine. J'arrive là-bas, les petits sont tellement contents de me voir. De Franck va m'acheter une bouteille de whisky. Il dit, mais gros, allez, on fait la fête.
Le 24 décembre, mesdames, messieurs, je fais la fête. Après 6 ans, c'était ma première fête de Noël. Et je me réveille le 25. Je vais aller voir un couple. Un couple des amis dans le 16e, plus précisément métro Exelmans. Ce couple va se reconnaître. Mais j'étais tellement bourré ce jour-là, j'étais ravi de boire un champagne, que je ne me suis même pas aperçu que j'étais pieds nus. J'ai quitté Pré-Saint-Gervais, j'étais tellement euphorique, c'était la première fois que je passais Noël dehors. J'arrive jusqu'à Exelmans et j'étais encore bourré. À Exelmans, il y a un couple qui est là dans le 16e. Je rentre à l'intérieur, je vais voir le couple. À l'intérieur, il y a cette copine qui était la mienne, qui m'a été ravie par ce frère qui est maintenant en prison, qui est enceinte de lui. Il m'avait ravi cette fille en 87. Nous sommes en 93. Cette femme est enceinte de lui. Donc il a laissé une femme enceinte. Je vous ramène maintenant les détails. Celle qui était mienne est maintenant enceinte. Elle est française. Elle est enceinte de qui? De l'ami que j'avais aidé pour venir ici en France, qui m'avait pris et la femme et le studio. Je suis actuellement chez des amis en commun, chez un couple. Je ne vous donne pas le nom du couple parce que le couple n'existe plus. Mais si je m'exerce, c'est pour que ce couple-là se reconnaisse. Madame Céline Moulele connaît le couple. Olga connaît le couple, puisqu'il fréquentait aussi le couple. Il fréquentait le couple à cette époque-là. Nous nous sommes regardés. Vous savez, si aujourd'hui vous avez vécu une histoire d'amour avec un homme et une femme, vous avez votre complicité. Mais dès que la femme tombe enceinte d'une autre personne, vous ne pouvez plus être complice à deux, puisqu'il y a une troisième personne qui est là, mais au milieu, qui ne vous appartient pas aux deux. Je n'avais rien dit, nous ne nous sommes pas parlé. J'ai fini ce que j'avais à faire. Et le lendemain, j'ai continué mon chemin. Nous sommes en décembre 1993. Nous allons maintenant aborder janvier 1994. Je vous dis que je ne mets pas du temps, puisque là, dans ma tête, je sais que dans 6 mois, je vais tomber. Donc, il faut que je fasse vite dans les business. Donc, dans ma tête, je me prépare à tomber dans 6 mois. Ça devient pixologique. Et je vais encore tomber dans 6 mois. Et je vais retomber. Je suis sorti en 93, je retombe après 6 mois en 1994. Mais lorsque je retombe, mesdames, messieurs, nous allons partir loin dans cette histoire. Lorsque je retombe 6 mois après, on m'amène à la cité. Comme on le fait souvent, on prend les empreintes. On me fait rentrer dans une cellule. Et qui vois-je dans cette cellule? C'est l'ancien ami, le frère. Donc lui, il avait pris un nom, donc il a fini sa peine. En fin de compte, nous sommes maintenant liés avec lui, liés pour le bien et pour le pire. Là, nous sommes maintenant dans le pire. C'est-à-dire que pendant que moi j'étais en ballottage défavorable, pendant que j'étais emmerdé avec les flics, lui aussi il était emmerdé là-bas avec les flics. Donc, il est en train de sortir de la prison pour qu'on l'embarque parce qu'il n'avait pas de papier. Moi, on m'a arrêté pour le business. On est en train de m'embarquer. Donc, nos chemins continuent à se suivre. Donc, que pratiquement que Samukundo. Donc, nous sommes maintenant liés.
nous ne sommes plus liés dans le bien, nous sommes liés dans le mal. Et déjà, il était là, au détroit, il y avait beaucoup de bâtiments. Et là, comme par hasard, moi m'arrête, lui il est là, lui on veut l'expulser, moi on vient de m'arrêter et nous allons nous retrouver à la cité. Et comme il est congolais comme moi, on s'est dit que les deux Congolais peuvent cohabiter dans une même cellule avant de voir les juges. Quand j'ai vu que c'était lui, on a voulu me mettre les menottes avec lui. J'ai dit non, non, non. Et il était étonné lui aussi de me voir là. Il s'est dit, oh, donc quand on arrive à vous dire, oh, imbécile, donc il doit au boulot. On nous a mis dans la même cellule, on nous a mis dans la même cellule d'attente et j'ai dit, vous voyez parfois comment nous sommes liés. Comment parfois nous sommes liés inconsciemment et indépendamment de nos volontés. Il a fallu qu'il me prenne une femme. Vous voyez là où nous en sommes maintenant. Nous avons 48 heures. Avec lui, moi, j'ai changé de cellule. Mon avocat, je vais constater que mon avocat viendra me voir. Nous allons passer au tribunal. Lui aussi, il va passer au tribunal. Et la même copine qui était la mienne va aller prendre le même avocat qui est le mien, qu'elle ne connaissait pas. Elle va aller prendre Maître Bokara. Et Maître Bokara, quand le voit enceinte, Maître Bokara croit que c'est ma grossesse. Alors que ce n'est pas moi. Maître Bokara ne sait pas que ce n'est pas ma grossesse, c'est la grossesse de l'ami. Et quand il arrive au tribunal, Maître Bokara ne sait pas, il dit, mais tu m'as appelé pour qui? Pour Annick Bertel ou pour l'autre? Il dit non, pour l'autre. Et un avocat juif, il va te dire, mais non, mais moi je te connaissais que tu étais la copine d'Annick Bertel, mais ça c'est son frère. Donc tu es enceinte. Maître Bokara ne comprenait plus rien. Mesdames, Messieurs, il va se jouer quelque chose de dramatique au tribunal. Deux frères qui ont maintenant le même avocat, qui ne sont plus frères, avec la même femme, sauf que cette femme est maintenant enceinte de l'ami. Et l'avocat me dira ceci, Maître Bokara, je vous l'avais déjà dit, il m'a dit, Annick Bertin, j'ai 5 détenus aujourd'hui. J'ai 5 affaires aujourd'hui à Paris. Sur les... Non, j'ai 7 affaires. Sur les 7 affaires, je n'ai que 3. Les 4, je vais les sacrifier. C'est comme ça que ça se passe, mesdames, messieurs. Donc, sur les 7, on lui a dit, mec, on va favoriser 3. Les 4, ils vont y aller. Je faisais partie des 3 que Maître Bokara devrait libérer à la barre. Or, cette même copine, quand elle appelait Maître Bokara, elle n'avait pas l'argent. Elle est partie, peut-être que par complaisance, pour demander une certaine complaisance à Maître Bokara, il a dit, bon, Maître Bokara, je vous donne un exemple, si Maître Bokara avait demandé 1500 euros, il a déjà à peine 500, Maître. Faites sortir mon copain, vous voyez, moi j'attends un enfant, dès que ça se passe bien, je vous payerai après. Mais moi, Maître Bokara, je paye chaque mois, c'est mon avocat. Je vais discuter avec Maître Bokara, mesdames, messieurs. Si je fais ce témoignage, c'est parce que ce garçon-là est redevenu un frère pour moi. Et avec le temps, vous comprendrez, je vous amènerai vers le pardon. Maître Bokara m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, bon, maître, à ma place, ne me libérez pas.
libérer l'autre. Il a laissé une femme enceinte. Maître Bokara peut témoigner de ce que je suis en train de dire, mesdames, messieurs. J'ai laissé ma place. Je vous parlais de la complaisance. Aujourd'hui, avec le temps, avec la voix de Dieu que je connais, je n'allais pas donner ma place. J'étais complaisant. La complaisance, je vous répète, c'est ce que l'apôtre Paul nous défend, nous déconseille. La compassion, oui, mais pas la complaisance. J'ai été complaisant. J'ai été complaisant par rapport à cette femme qui était mienne, qui n'est plus mienne, qui est devenue celle d'un ami qui était un frère. Alors, ce jour-là, lui, il sera libéré, puisque Maître Bokara l'avait donné pour détenu. Les 4 allaient partir en prison. Je suis parti en prison, mesdames, messieurs. Ouais, lui, il sort de la prison. Moi, je rentre. Quand lui, il était venu en novembre 1994, moi, je sortais. Moi, à Toka, non. Là, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans la sorcellerie. Nous sommes dans la sorcellerie parce que Bima bebe kasari la kayandi, bien n'étude comme bebe kako beke na bio. Mais c'est moi qui ai ramené ça. Son père, c'est à moi qu'il avait donné ça, de ramener ça. En 85, c'est moi qui ai ramené ça. Mais bah, na bio ko tatandi. Donc, comment ça me compte? Et quand tu prends la femme de l'autre, tu blendes cette femme. Donc, excusez-moi le terme, donc maintenant, nous avons donc là, nous sommes maintenant dans la sorcellerie. Parce que lui et moi, normalement, on ne doit plus se croiser. Mais vous voyez comment on se croise maintenant avec lui. Et je vais partir en prison en 1994. Je vous ai dit que je ne fais plus 6 mois. J'arrive en prison, lui, dès qu'il sort, je pense, je n'oublie pas, si ma mémoire ne fait pas de faille, son enfant était né, je pense, début 1994. Donc aujourd'hui, son enfant doit avoir 27 ans. Moi, je vais partir en prison. Je pars en prison, nous sommes en 1994. C'est mon premier appel. C'est là où je reçois maintenant le premier appel de Dieu. Je ne dépasse plus 6 mois. Mon premier appel, mesdames, messieurs, il est en 1994. Je ne l'avais pas vu et je n'avais pas le discernement. Il a fallu 20 ans, en 2014, pour que je sache ce que c'est un appel. J'ai ramé pendant 20 ans pour avoir ce discernement-là. C'est pourquoi, en 2014, lorsque cet appel est venu, je me suis précipité, j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, oui, je te suis. En 1994, je ne savais pas. En 1994, mesdames, messieurs, c'est le premier appel. C'est là où aussi je vais commencer à chanter, recommencer à chanter. Maintenant, dans cette vision, il est dit que il faut que je laisse le business, que je reparte vers la musique.
Mais je n'ai pas de discernement. Et pourtant, par jour, dans ma cellule, je ne compose pas moins de 7 chansons par jour. Mesdames, Messieurs, je dois avoir au moins plus de 80 chansons, 80 textes qui sont déjà écrits. Aujourd'hui, si je tombe sur un producteur, tous les 6 mois, je peux lui donner un album. Depuis 1994, je suis prêt. J'ai les textes, j'ai les mélodies, tout. Je me suis dit qu'en sortant maintenant de la prison en 1994, oui, je vais faire la musique. Je repars vers la musique, je vais laisser le business. Mais j'étais dans le faux. C'était de fausses promesses que je faisais à Dieu. Je n'étais pas prêt. Je disais ça pour sortir, pour que Dieu m'aide à sortir de la prison. Mais je n'étais pas prêt. Aujourd'hui, quand je donne une parole, je la tiens. Alors, mesdames, messieurs, maintenant, la réflexion qui sera la mienne. Je vous dis que nous sommes maintenant dans la sorcellerie. Je me dis, bon, comment ça se fait que, maintenant, mon tour depuis 87, nous sommes là maintenant en 94, ça fait 7 ans. Le mot à tout à l'heure, tout à ça. Bet Nayandi qui? En fait, quand j'ai compris, nous continuons de sortir avec la même dame, puisque je continue. J'ai seulement changé de stratégie. Il ne me voit plus avec elle, mais je suis toujours là depuis 87. J'ai seulement changé de stratégie. Comme lui, il me connaît. Lui, il croit que si je récupère la fille, je vais l'afficher. Or, je commence à faire le concret. Je ne m'affiche plus. Et lui, il croit que je ne suis pas là, mais je suis toujours là. Mais n'empêche que il devient plus futé, il devient plus rusé que moi. Il a blindé le corps de cette femme-là. Le corps devient pur par rapport à moi. Chaque fois que je rentre dedans, hop, je vais faire un business, hop, je tombe. Alors je me dis, en sortant, je vais éviter cette femme-là. Et puis je verrai comment je vais encore tomber. Kento bigani bigo. Kuna kata kumbadla kuna kacho kuna shibuka tula kuna mvindo ya kuna nyon tabo bonga men. La chance. J'ai maintenant un grand avocat. Je vous ai dit que j'ai maintenant l'argent qui rentre. J'ai pris un grand avocat. J'ai été condamné encore à 6 mois. Cette fois-ci, j'ai été condamné à 8 mois. Je suis sorti en janvier 1995. Mesdames, Messieurs, je sors en janvier 1995. La première personne que je croise dans la rue, c'est la même fille. Elle est devenue mère. Mon grand frère n'est plus au Pressé-Gervais, il est maintenant à Saint-Denis. Elle dit qu'elle passera me voir. Comme ça, on va discuter. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle vient de me voir à Saint-Denis, en présence de mon grand frère, le défunt King Fabrice. Elle va me proposer un deal. Le deal, c'est de repartir avec elle, de reprendre à zéro. Comme elle était dans les finances, elle travaillait à la poste. Qu'elle allait me donner tous les avantages qui sont à la poste. Étant un escroc que je suis. Repartir avec une femme que j'avais connue, qui avait 16 ans, que j'ai fait grandir. En 1995, elle a 25 ans. Elle a un enfant de 8 mois. On vous demande de refaire votre vie avec cette femme-là. En échange, on vous donne tout. Les femmes sont futées quand même. Hein? Les femmes sont futées.
il y a mon grand frère qui lui avait demandé pourquoi il n'avait pas amené le bébé. Elle a dit, je ne voulais pas prendre le risque. Je voulais d'abord discuter pour voir si la prochaine fois je peux ramener le bébé. Mon grand frère étant un moqueur, il dit, oh, t'as pas une photo là du bébé? Elle a dit, si, j'en ai. Elle sortira la photo. Je ne voulais pas regarder la photo. Mon grand frère me dit, oh, quand t'as la moine en cache. T'as la moine en cache. Je n'ai pas regardé la photo. La deuxième fois, on va se donner rendez-vous dans un café pour continuer de discuter. J'arrive dans ce café-là, elle est là avec son bébé. Donc, elle est en train de vouloir m'imposer un bébé qui n'est pas le mien, qui est celui de mon ami. Et pour faire semblant, vous êtes dans un café, elle va aller faire pipi. Elle n'ira pas avec le bébé, elle va laisser le bébé. J'ai regardé ce bébé qui ressemblait à la mère. Je ne connaissais pas Dieu, mesdames et messieurs, à cette époque-là. Je me suis dit, ça c'est de la merde. Comme disent les Ivoiriens, c'est de la foutaise. Elle est revenue avec le bébé. Elle est revenue, je lui ai donné son bébé. Je lui ai dit, je vais réfléchir. Je suis revenu à la maison avec mon grand frère. Mon grand frère va me dire, c'est petit. Cette fille-là t'a salopé avec ton meilleur ami. Il faut la baptiser. Je lui ai dit, comment? Il me dit, fais un bébé avec elle. Tu fais un bébé avec elle et tu lui quittes. Tu reprends l'amitié avec ton ami. Comme ça, les deux amis, les deux frères, auront deux enfants avec elle. Un enfant de chaque ami. Il faut la baptiser. Elle est française, tu auras tes papiers là-bas aussi. Ce n'était pas facile de baptiser une femme que j'avais de l'estime. J'ai rejeté cette proposition. En fait, quand en 1995, mesdames, messieurs, j'ai envie maintenant de m'installer. M'installer, c'est-à-dire être un peu stable. Parce que là, je vous dis que je n'arrive plus à faire 6 mois. Ça devient chaud aussi pour moi. Et comme je vous dis toujours, dès que je rentre en prison, il faut que j'envoie l'argent au Congo-Brazzaville, à mon oncle. Le rituel, il est toujours là, le solo, quoi, le NA, l'argent de la famille. Voilà, donc en 6 mois, il faut tout faire. Il faut envoyer l'argent au Congo-Brazzaville, chez mon oncle, chez ma mère. Voilà, il faut continuer. Le rituel, il est là. Il y a l'argent qu'on m'a donné en 87, un bon le solo, Zena, et Kento Bongole. Donc, tout est là. En 6 mois, il faut tout faire. J'essaie de voir maintenant avec quelle femme je vais me caser. Et après, je vais être pragmatique maintenant. Je vais dire, tiens, il y a une femme qui était venue me rendre visite en 1989, quand j'étais à Guadarcy. Cette femme-là venait d'arriver à Paris, qui croyait qu'elle pouvait me voir comme à la maison d'arrêt du Congo-Brazzaville. Je dis, je préfère revoir cette femme-là. J'ai fait appel à cette femme. Elle était casée maintenant, elle avait un homme avec elle, chez elle, à Grigny. Excusez-moi. J'ai fait appel à cette personne. Je lui ai dit, est-ce que si je me calme, est-ce que tu peux reprendre avec moi? Elle m'a dit oui. Si tu te calmes, oui. Parce que ça ne sert à rien. Je suis casé, j'ai un homme. Et que je quitte cet homme-là pour te rejoindre et que dans 6 mois, tu tombes encore. Je lui ai dit, non, organise ça quand tu as le 6 mois, vous menez où? Elle m'a dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Cette femme a quitté l'homme avec lequel elle vivait à Grigny. Elle est venue vivre avec moi chez mon frère
à Saint-Denis. Et de là, de 1995, c'est celle qui deviendra la mère de mes enfants. Jusqu'en 2004. Je ferai 16 ans avec la même femme. C'est celle qui est devenue la mère de mes enfants. Un choix pragmatique. De l'autre côté, elle était française. S'il fallait l'accepter, il fallait accepter un enfant qui n'était pas le mien, un enfant qui était à l'autre. Ou bien partir avec une femme qui n'avait pas de papier. J'ai choisi celle qui n'avait pas de papier. C'est celle qui est devenue la mère de mes enfants. J'ai fait 16 ans avec la même femme. Donc, mesdames, messieurs, donc, si je vous parle de 94, nous sommes en 1995. 94, c'est fini, nous sommes en 1995. Donc, je suis avec la même femme. En 1995, je vais enchaîner. Je vais enchaîner, puisque 94, c'est fini. Nous allons en 95. J'ai promis que je n'irai plus en prison après 6 mois. Effectivement, je vais tenir le coup, puisque celle qui vit maintenant avec moi est tellement courageuse qu'elle va en Italie. Elle fait du commerce, donc ça me permet de me reposer. Ça me permet de me reposer. Maintenant, puisque ça me permet de me reposer, elle n'a pas de papier. Moi, en 1994, je commence à perdre mes droits. Alors, il faut un business pour qu'elle puisse avoir des papiers. Et à cette époque, le business qui était là-bas, qui était ici, je dis là-bas, qui était ici, qu'on avait installé, c'était celui des papiers de Mayotte. Avec les actes de naissance de Mayotte, Mayotte étant un territoire français, on obtenait la carte d'identité française. Alors, je vais investir de l'argent pour tous les deux, elle et moi. Pour elle, il fallait chercher un endroit. Nous sommes partis à Château-Thierry. Parce qu'il fallait chercher des préfectures ou bien il fallait chercher des mairies où on avait la possibilité de faire sortir ces cartes d'identité. Nous sommes partis à Château-Thierry. Mais ça avait mal tourné parce qu'à Château-Thierry, on avait oublié que les Quinois qui étaient là-bas, c'est ma baby ça déjà ici, et Béba qui Château-Thierry, on ne savait pas, nous sommes en 1995, donc les Quinois avaient déjà tout rasé, donc quoi que c'est Béba qui cale là. J'arrive là-bas, le jour d'aller retirer la carte d'identité française, ma copine était arrêtée. Heureusement, au bout de 3 jours, elle était libérée. Et je lui ai dit, bon, maintenant, on avait mis 2 chances sur 2. Il reste une seule chance, c'est la mienne. Moi, j'étais parti déposer mon dossier à Deuil-Montmagny. Deuil-Montmagny, c'est dans le 80, je ne sais pas, peut-être dans le 95. Moi, je suis parti, mesdames, messieurs, j'ai réussi. J'ai sorti ma carte d'identité. Je vous donnerai le nom. Le nom que j'avais mis là-bas, c'est Brice, Benouké Brice, puisque ça y est dans mon casier judiciaire. Moi, j'ai réussi à obtenir la carte d'identité française. 2 chances sur 2, on a reçu une carte d'identité. La carte d'identité française, elle est là. C'est avec ça que je veux faire des escroqueries. Parce que cette pièce-là, vous l'avez pendant 10 ans, vous ne pouvez pas la renouveler parce que le dossier que vous avez fait rentrer dedans est faux. Donc, vous n'avez pas le droit de renouveler. Donc, le but, vous avez une carte d'identité française, mais vous ouvrez les comptes. Vous ouvrez les comptes.
C'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert les comptes à Deuil-Montmagny. Mais comme la poisse me poursuit, c'est vrai que là, je ne suis pas arrêté en 6 mois, mais parce que je ne fais rien. Mais là, je reviens dans le business. Je commence maintenant à placer. La poisse me poursuit. Moi, comme un couffier. Vous voyez, en 93, je me suis retrouvé au mauvais endroit, à la mauvaise place, au mauvais moment. Là, je me retrouve dans un tribunal en 94 où l'avocat nous donne 3 personnes et moi je vais me sacrifier. Là, nous avons 2 pièces. Une pièce n'a pas marché à Château-Thierry, une est sortie, c'est la mienne. Mais moi, comme j'aime état de la poisse, je ne sais pas où je l'ai eu depuis 87 que je suis revenu, ça ne va pas. Nous sommes en 95. Mesdames, Messieurs, comment je vais encore me faire arrêter en 95? On va encore m'arrêter. Chaque année, maintenant, chaque année je tombe. 91, je suis 92, chaque année maintenant je tombe, peut-être je ne fais plus 6 mois. Mais là, je suis à 8 mois. En 1995, vous vous rappelez, je vais vous rafraîchir la mémoire, la France est paralysée. Elle est paralysée sous une loi qui était portée par le Premier ministre de l'époque, c'était Alain Juppé. Je pense, je ne me rappelle plus de cette loi qui avait paralysé toute la France. Et c'est de là aussi que Juppé avait perdu sa place de Premier ministre, où il était remplacé maintenant par Dominique de Villepin. Je ne sais pas c'était quel projet, je ne me rappelle plus. Si je me rappelle du projet, je vous le dirai. Et comme l'administration était paralysée, alors les gendarmes commençaient à jouer aussi aux facteurs, à aider la poste. Comme nous sommes aujourd'hui, par exemple, s'il y a trop de courrier, on appelle les militaires. Même quand il y a la neige, on appelle les militaires. Donc il y avait tellement de courrier à la poste que l'État a fait appel aux gendarmes. Mais en 1995, c'est l'attentat de Saint-Michel avec Calquède. C'est l'attentat du RER à Saint-Michel. Donc maintenant, les gendarmes ont pris le rôle des postiers pour aller distribuer les courriers. En fait de compte, lorsqu'ils distribuaient les courriers, c'était pour, en même temps, jeter des coups d'œil dans des maisons, par exemple, où vivaient par exemple les musulmans. Et mesdames, messieurs, je vais tomber sur une marchande parce que je vous dis que maintenant, je pue la poisse. Le facteur n'est pas facteur, il est gendarme. Il arrive, il vient déposer un avis pour que j'aille récupérer les chèques que j'avais demandés. Et comme vous savez, dans des bleds comme ça, il y a une dame qui va sortir, va dire non, ce monsieur-là ne vit pas là, il avait mis seulement une boîte aux lettres. Comment c'est une boîte aux lettres? Il ne vit pas là. Mais non, mais il vit là, puisque son agresseur dit non, 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 je pense qu'il avait mis seulement une boîte aux lettres. Et ça rentre dans l'oreille du gendarme. Ce n'est pas un facteur. Un facteur ordinaire va écrire ne vit pas cette adresse, il renvoie l'accusé de réception. Mais non, là, c'est le gendarme. Le gendarme est militaire. Ce n'est pas un policier. Et le gendarme va passer maintenant une commission rogatoire. Il va aller à la poste. Lorsque vous ouvrez un compte, on fait la photocopie de votre pièce. Il va vérifier la carte d'identité. La carte d'identité, elle est vraie. Puisque je l'ai sorti à la mairie de Deuil-Montmagny. Il va se dire, mais je ne comprends pas. Maintenant, la faille, c'est la quittance EDF. La quittance EDF que nous avons mis, elle était fausse.
La quittance de France Télécom que nous avons mis à l'époque, elle était fausse. Lorsque le gendarme va maintenant vérifier cette quittance, puisqu'on a dit que je ne vis pas là, donc il va maintenant comprendre que j'ai eu une vraie carte d'identité, mais avec des faux documents. Et comment on va me piéger? Maintenant, on va prendre cet avis-là, il va le déposer dans ma boîte aux lettres. Voilà comment je serai piégé. Il va déposer l'avis, l'accusé de réception, et là-bas, ils m'ont mis 2 chèques plus une carte bleue. Ce jour-là, je prends celle qui est devenue la mère de mes enfants. Nous sommes partis ensemble, puisque là, je l'amène maintenant dans le business, puisque je suis avec elle. Je lui ai dit, accompagne-moi. Voilà, on va aller prendre. Je vais aller voir si j'ai du courrier. Nous sommes partis ensemble avec elle. J'arrive et j'ai l'accusé de réception qui dit, ah oui, vous avez 2 chéquiers qui vous attendent là-bas. Et à l'époque, c'était des chéquiers de 50 feuilles. Waouh, 2 chéquiers de 50 feuilles et une carte bleue. J'arrive à la poste de deuil, mon ami. Je fais la queue, je donne ma pièce d'identité et je dis, bon, voilà mon accusé de réception, donc je suis venu récupérer mes chéquiers. On m'a dit, ah, ils sont partis voir, or que les chèques là, c'était mis en rouge. Donc on avait dit, celui-là, s'il vient, vous appelez la gendarmerie. Donc comme vous savez bien, même aujourd'hui, quand vous allez à la poste, il y a tellement de courriers, mais il faut attendre. En fait de compte, ils avaient déjà appuyé un bouton et le gendarme est en train de venir. Mon 6e sens va me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne trouve pas la faille. Je dis, mais elle est où la faille? Le plus dur a été fait, je suis parti, j'ai fait rentrer les faux documents à la mairie, j'ai réussi à obtenir la carte d'identité, ça fait 2 mois que je l'ai, elle a enregistré, mais où est la faille? Mon intuition, à l'intérieur, dans mon sac, j'avais encore 2 actes de naissance. L'autre acte de naissance, c'était pour un grand moi qui avait donné l'argent pour qu'on lui fasse aussi la même chose que moi. Je vous donne le nom de la personne qui faisait ce business. La personne n'est plus, il n'y a pas de problème. À cette époque-là, c'était Depp qui le faisait. Depp, le mari de Marie-Laure. C'était lui qui faisait ce business-là. Je vous parle de Depp. Dans les années 95, c'était Depp qui tenait ce business. Donc, j'avais déjà encore acheté là 2 actes de naissance pour les autres parce que je leur avais déjà montré que j'en avais. Je suis parti vers ma copine à l'époque. Je lui ai dit, fais comme si nous ne sommes pas ensemble. Tu prends ces 2 actes de naissance, tu les tiens. Voilà, ça appartient à d'autres. Toi et moi, tu fais comme si on n'est plus ensemble puisque je ne sens pas cette affaire. Elle m'a dit, mais si tu ne sens pas, on y va. Et je dis non, je vais aller au bout. Je n'ai pas envie de laisser ma carte d'identité comme ça. Je lui ai dit maintenant, toi, tu fais comme si on n'est pas ensemble. Mesdames, messieurs, 6 minutes plus tard, voilà, les gendarmes. Quand ils arrivent, ils ont dit le signalement. Bonjour, monsieur, bonjour. Vous avez une pièce d'identité? Je dis oui, mais la pièce d'identité, je l'ai donnée là chez les agents de la poste. On dit ok. Vous pouvez me donner la pièce d'identité de monsieur? Oui. Ils ont pris la pièce d'identité. On dit ah, monsieur, vous habitez à Deux, ils m'ont mené. Je dis oui. Bon, on peut aller vérifier là où vous vivez. Il dit mais il n'y a pas de problème. Vous vivez dans le quartier? Je dis non, je vivais ici, mais je ne vis plus ici. Mais l'adresse.
que vous avez eu là. Bon, en fait, quand ils voulaient me faire chier, ils avaient déjà tout remonté. Donc, j'étais en train de bluffer. On m'a dit, bon, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? On m'a dit, non, vérification de domicile. J'ai dit, mais moi, je ne vais plus ici. On a dit, mais il n'y a pas de problème, on y va. Il y a seulement quelqu'un qui t'a déjà vu dans cet immeuble-là, qui connaît que tu vivais là-bas. Il dit, il n'y a pas de problème. Ils m'ont pris en voiture. On arrive là, on dit, elle est où ta maison? Moi, je savais que dans cette maison, il n'y avait personne. C'est là où j'avais piégé la boîte aux lettres. Or, là où j'avais piégé la boîte aux lettres, le monsieur était parti dans une maison de rééducation. Donc, durant tout le temps que je venais vérifier s'il n'y avait personne dedans, il était à la maison de rééducation et là, il était sorti. On vient, on toque, il y a quelqu'un qui sort de là. On dit bonjour, monsieur, bonjour. C'était un blanc. Vous vivez avec ce monsieur-là? Il dit oh non, non, non. En plus, c'est noir. Ah, mais moi, je n'ai pas d'amis noirs. Mais depuis combien de temps que vous êtes dans cette maison? Ah, ça fait 12 ans. Mais comment ça, vous êtes là 12 ans, vous ne le connaissez pas, mais lui, il a l'adresse d'ici. On m'a dit, bon, monsieur, vous avez joué, vous avez perdu. Allez, venez avec nous. Je suis au commissariat de Deuil-Montmagny. C'est pas le commissariat, puisque je suis avec les gendarmes. Les gendarmes m'ont dit, vous voyez, ils m'ont montré maintenant leur quittance EDF. Ils m'ont dit, vous voyez, monsieur, la quittance EDF, vous voyez, le code de Deuil-Montmagny avait changé. Celui que vous a fait ce document-là ne sait pas que le code a changé. Vous voyez, le code barre, il n'est plus le même. S'il avait mis le même code barre, vous aurez gagné. Mais voilà, le code barre a changé. Vous voyez le code barre? Voilà, pour un code barre qui a été mal mis, l'autre ne pouvait pas s'adapter pour savoir que le code avait changé. Je venais d'être arrêté pour une erreur très, très vraiment futile. C'est pourquoi, lorsqu'on fait le business, si vous êtes seulement dans le ghetto, vous voyez, si je n'étais pas un habitué, je le balançais. Parce que là, ce n'était pas de ma faute. C'était sa faute à lui. C'est lui qui devrait chercher à savoir quelle était, s'adapter. Voilà, pour son erreur, moi j'ai perdu une carte d'identité. Mesdames, messieurs, voilà comment j'ai perdu une carte d'identité française. J'ai été arrêté sous les yeux de celle qui deviendra la mère de mes enfants. Je l'avais dit, tu ne bouges pas, tu fais comme si rien n'était. Comme tu as 2 actes de naissance là-bas, tu aurais donné ça aux concernés. Donc, en 95, en 1995, vous voyez, pour une erreur, donc quand on dit ce qu'on donc quand tu pues maintenant la poisse, ils vont montrer mes chéquiers, hein. Ils m'ont montré la carte bleue. Mais comme ils ne pouvaient pas me condamner pour escroquerie, puisque je n'avais pas encore touché ni le chèque, ni escroqué, ils m'ont condamné pour faux et usage de faux documents administratifs. Il n'y avait pas escroquerie parce que je n'avais pas encore pris et le chéquier, je n'avais pas utilisé le chéquier. La seule chose qu'ils ont vérifié, si j'avais déjà commencé à faire rentrer un dossier par exemple pour prendre les prestations, c'est-à-dire RSA, RMI, voilà. Mais là encore, je n'avais pas encore commencé à entamer ces démarches-là. Parce que pour entamer ces démarches-là, il faut donner un RIB. Effectivement, j'allais arriver là-bas. Donc, il fallait donner les RIB. Voilà comment j'avais perdu la carte d'identité française. Je suis dans le 95. Le 95 m'amène où? À Pontoise. Pontoise, il n'y a pas de prison, donc on m'amène à Oni-Pontoise. Oni-Pontoise, c'est là où je vais me retrouver maintenant en prison. J'ai été condamné à 18 mois. Condamné à 18 mois pour faux et usage de faux documents administratifs. Et quand c'est comme ça, il retire la carte d'identité.
Et on te colle maintenant une interdiction du territoire puisque tu es sans papier. Donc, à la fin, que va faire le préfet? Il viendra te chercher pour t'amener à la frontière. Et là encore, c'est une autre histoire. Il faut se battre encore pour sortir à la porte. Donc, en 1995, je suis à Oni-Pontoise. Là encore, j'ai rencontré du monde. J'ai rencontré du monde. Bon, on peut savoir que combo ya bato mususu bon, pour mususu baleka na bango hein. Papa en cas. Il était là avec moi. Ada, le soliste, l'accompagnateur de Yoga Lokole à l'époque où il s'est fait Lokole, il était là avec moi. Je vous donne le nom. Le reste, Bayonke Bazanan. Donc, j'ai pas envie de donner leur nom. Donc, de 95, un an et demi, je vais sortir en 1996. Nous enchaînons. Je sors en 1996. Donc, en 1996, là, le compteur, il continue à tourner. Je suis toujours, là, je viens de faire 8 mois au lieu de 6 mois. Ça commence à monter. Là, je viens de gratter 2 mois de liberté, alors qu'avant, c'était seulement 6 mois. Là, je viens de gratter 8 mois. Donc, je suis maintenant à 8 mois de liberté. Je sors en 1996. Il faut repartir encore dans le business. Il n'y a que ça que je sais faire. Il n'y a pas autre chose. Je continue avec la même femme. Je continue aussi dans le business. Et entre-temps aussi, il faut que je continue, comme je vous dis, nous sommes en 1996, il faut toujours que je continue à donner l'argent au niveau du Congo-Brazzaville chez mon oncle, qui va dispatcher avec sa petite sœur qui est ma mère. Le rituel, il est là. Donc là, je suis en train de travailler pour mon oncle, pour ma mère, pour les vêtements. Il n'y a pas grand-chose. L'argent que je gagne, soit je paye l'avocat, et le reste, ça reste avec ma copine. Mais moi qui va dans le business, moi qui vais en prison, je ne jouis pas de mon argent, à part les vêtements que j'arrive à avoir. Les vêtements, j'en ai, puisque j'en achète. Je les fais sortir dans le business. Les vêtements, j'en ai. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je ne jouis pas de mon argent. Donc, c'est l'avocat qui prend parce que plus je lui paye, plus il m'évite les casses. Mais maintenant, chaque peine que je rentre, j'ai une interdiction de 10 ans, une interdiction de 10 ans, une interdiction de 10 ans, une interdiction de 10 ans. Maintenant, je vais vous parler de ces interdictions-là. Quand on vous donne l'interdiction, mesdames, messieurs, à cette époque, je parle de cette époque-là, parce que l'État, à un moment donné, verrouille tout ce que nous faisons comme système. À cette époque, lorsqu'on vous donne une interdiction, par exemple de 10 ans pour quitter le territoire français, donc ça signifie qu'à la fin de la peine, le préfet viendra vous chercher pour vous amener jusqu'à l'aéroport pour vous expulser. On avait une technique. La technique, il fallait poser une requête pour s'opposer à cette interdiction, mais la requête, il fallait la poser 2 semaines avant la sortie, avant la liberté. Le plus important, c'était d'avoir l'accusé de réception du tribunal qui validait que la requête a été enregistrée.
Avec cet accusé de réception, quand on envoyait la police pour venir vous chercher, vous dites, voilà, moi j'ai posé une requête, et en ce moment-là, l'interdiction était suspensif. Je dis suspensif, il n'était plus effectif. Donc, on ne le voyait plus jusqu'au jour où vous allez passer au jugement. Soit on vous remettait l'interdiction, soit on vous l'enlevait. Mais cela vous permettait déjà d'être dehors. Voilà comment nous sortons de la prison chaque fois que nous étions condamnés. Donc, il ne fallait pas poser la requête 3 mois ou bien 4 mois avant. Parce qu'il suffisait qu'on dise non, vous étiez dans la merde. C'est comme ça qu'on faisait. Bon. Maintenant, il y a des moments où le préfet s'en foutait. Il vous prend, il vous amène. Maintenant, lorsqu'on vous amène, il y a aussi un autre système pour sortir de là. On vous amène, pour vous amener, pour vous embarquer, il faut passer par l'ambassade. Votre ambassade, l'ambassade du Congo. L'ambassade du Congo doit délivrer un sauf-conduit de non-lieu, bon, pas de passeport, un sauf-conduit d'une journée, qui va vous permettre de passer à l'aéroport de Maya-Maya. Bon, mais là aussi, on avait des combines, mais puisque on n'avait aucun document avec nous. Moi, par exemple, lorsqu'on m'a arrêté, j'avais un document français. Bon, en ce moment-là, quand on me demande maintenant quelle est ma nationalité, j'avais dit que j'étais rwandais, parce que je savais qu'on ne pouvait pas m'expulser au Rwanda, il y avait la guerre, et que je n'étais pas rwandais. Vous arrivez au consulat du Congo. Si vous n'avez rien avec vous, qui prouve que vous êtes congolais, si vous n'avez rien avec vous, le consul refuse de délivrer un sauf-conduit. En ce moment-là, on vous présente chez le juge vous libère. Mais mesdames, messieurs, bon, soyons honnêtes, soyons francs. À un moment donné, le Conseil du Congo délivrait les sauf-conduits. Parce que la plupart du temps, les Congolais qu'on ramenait là-bas, ils avaient Congo. Vous venez, vous vous appelez Malonga, vous vous appelez Massamba. Le consul délivrait les sauf-conduits pour qu'on puisse vous expulser. Parce qu'on vous appelle Malonga, on vous appelle Massamba. Bakongo yo, bazombe bisamboko yo. Ngana kotia, laissez passer, bazonge ça y est. Alors là, lorsqu'ils ont déjà le sauf-conduit, vous êtes dans la merde. Parce que le billet, la France, c'est quoi? C'est Air France. Le billet est long. Ce qui est difficile pour eux, c'est le laisser passer. Mais dès qu'ils obtiennent le laisser passer, mais c'est fini, vous êtes dans la merde. Et on va vous amener. Et quand vous arrivez, mesdames, messieurs, si un jour ça vous arrive, si on vous ramène, par exemple, dans Ethiopian Airlines, le commandant à bord viendra vous demander si vous êtes d'accord de partir. Si vous dites que vous n'êtes pas d'accord, il ne vous amènera pas. Vous allez à Cameroun Airlines, le commandant de bord vient vous voir, il vous demande est-ce que vous êtes d'accord de partir. Vous dites non. Le commandant à bord ne vous amènera pas parce que il ne mettra pas en danger ses passagers. L'État français, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne passe plus par ces autres sociétés. L'État français maintenant expulse les gens avec ses propres avions, Air France. Et le commandant à bord, il est français, il ne vient pas vous demander.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Derrière l'avion, ils ont mis des strapontins. Des strapontins, c'est comme lorsque vous montez dans le métro, il y a des strapontins. S'il y a beaucoup de monde, vous vous mettez debout. Ils ont mis une cabine derrière l'avion, je dis derrière l'avion, ils ont mis des strapontins derrière. Et ils font rentrer les gens qu'ils vont expulser, ils le font rentrer avant les passagers. Menottés, bâillonnés. On vous fait rentrer dans les strapontins, menottés, bâillonnés, on s'assoit sur vous jusqu'à ce que l'avion décolle. Dès qu'il décolle, on vous enlève les menottes, on vous enlève le scotch que vous avez mis sur la bouche. On vous dit maintenant, allez vous asseoir. Quoi pécilia, mon ami, peut possible démarrer en ressort l'année. Au ressort de mon cocomme, il y a un parce que tu es déjà dedans. Le commandant à bord n'a plus de responsabilité parce que maintenant, la responsabilité devient maintenant française avec le préfet. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, si c'est Air France, la seule chose que vous pouvez faire pour vous échapper, c'est que le consul peut se jouer le jeu qui ne délivre pas le laissez-passer. S'il délivre le laissez-passer, vous êtes dans la merde. Et à notre époque, c'était 15 jours qu'on attendait dans les centres de rétention. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va peut-être un mois et demi, pendant 45 jours. Vous croyez qu'ils n'auront pas le laisser-passer? Et je peux vous dire quelque chose, je ne sais pas si ça a changé, mais avant, chaque laisser-passer que le consul délivrait, à cette époque, il avait 1000 francs, c'est-à-dire 150 euros. Mais si l'on délivrait 4 dans la journée, il avait 600. À l'époque, c'était parce quoi? C'était le moyen qu'ils avaient mis pour dissuader les consuls pour délivrer. 150 euros, 1000 francs, c'est ça. Et 1000 francs français, à l'époque, c'est 150 euros. Donc 4, c'est délivre 4. Laissez passer. La 4000, il a 600. Vous allez peut-être me dire que oui, mais il n'y a rien de faux. Officiellement, c'est comme ça. Maintenant, si vous réussissez à refuser l'avion, je dis bien si vous réussissez à refuser l'avion, en ce moment-là, on vous ramène à Bobigny, puisque Roissy est entre le 77 et le 93. On vous ramène à Bobigny et vous serez condamné pour refus d'embarquement. Vous serez condamné pour refus d'embarquement parce que c'est un délit. Maintenant, lorsqu'on vous demande est-ce que vous voulez être jugé aujourd'hui ou bien ultérieurement, à cette époque-là, je dis bien à cette époque-là, nous on disait que nous serons jugés ultérieurement. Ultérieurement, ça signifie que vous devrez d'abord partir en prison et on vous donne une date de jugement. On vous dit par exemple, dans 3 semaines, vous serez jugé. Parce que vous voulez être jugé ultérieurement pour préparer votre défense, pour avoir peut-être un avocat. Et vous partez en prison. La prison, dans le 93, à cette époque-là, on vous envoie à Fleury-Mérogis. Et quand vous arrivez là-bas, c'est la dernière technique que je vous donne qui nous faisait sortir, mais cette technique aussi, elle est devenue caduque, je vous dirai. Il fallait maintenant procéder à un tie-break. C'est le langage qu'on utilisait, le tie-break. Vous avez 3 semaines. Dans 3 semaines, vous vous retrouvez encore en face des juges. Puisque vous avez demandé d'être jugé ultérieurement. 3 semaines après ou bien 1 mois après, vous vous retrouvez en face des mêmes juges à Bobigny. On vous demande, monsieur Annick Bertin, la fois passée, on vous avait posé la question, si vous voulez être jugé, aujourd'hui bien ultérieurement, vous nous avez dit ultérieurement pour préparer votre défense. Maintenant, vous êtes là. Vous êtes là pour délit de refus d'embarquement. Alors,
On vous pose encore la question. Est-ce que vous acceptez d'être reconduit à la frontière chez vous ou non? Si vous acceptez, vous ne serez pas condamné. Ce soir, vous irez encore au centre de rétention pour attendre un nouveau vol. Mesdames, Messieurs, maintenant la technique était de dire oui, j'accepte d'être reconduit à la frontière. Parce qu'au départ, si j'avais demandé un mois, c'était en fait de compte pour préparer mes affaires parce que je ne voulais pas être reconduit à la frontière sans mes affaires. Ah, maintenant, cette fois-ci, vos affaires sont là? Oui, mes affaires sont là, mes amis vont m'amener ça au centre de rétention. On dit, OK, dans ce cas, on ne vous condamne pas. Donc, vous allez aller maintenant au centre de rétention. Mais puisque, mesdames, messieurs, le tribunal, lorsque vous sortez de prison, lorsque vous venez à un tribunal, même si on vous libère, vous ne sortez pas là. Vous avez un numéro d'écrou. Il faut repartir en prison, enlever le numéro d'écrou. C'est si compliqué que ça, vous ne savez pas le numéro d'écrou. Je vous l'expliquerai un jour. Donc, il faut repartir en prison. Et quand vous repartez en prison, on enlève le numéro d'écrou. Le numéro d'écrou, c'est un numéro qu'on nous donne. Je vous l'expliquerai avec le temps. Donc, vous enlevez le numéro d'écrou, vous avez vos empreintes, on enlève, vous signez les documents administratifs, que c'est fini. Puisque vous n'êtes pas venu avec une condamnation, vous avez seulement, vous êtes venu là-bas en prison avec une date précise. Que dans un mois, vous serez condamné. Donc, mais quand vous revenez, vous n'êtes pas condamné. La prison ne peut pas vous garder même un seul instant. Parce que vous n'avez pas de mandat de détention. Donc, le vice, il était là. Donc, le soir même, vers minuit, aux Alibanda, au petit break au bimi. Donc, à minuit, comme il n'y a pas de condamnation, et le préfet ne sait pas quelle est ta décision, si tu acceptes ou pas. Or, le préfet, pour venir te chercher, il faut qu'il y ait une condamnation. Or, toi, tu as refusé. Tu as dit non, je vais partir. Et là-bas, ils ne t'ont pas condamné. Donc, ce qu'ils ont ici en prison, c'était seulement les 1 mois de détention que tu étais là pour attendre la date du jugement. C'est ce qu'on appelait tie-break. Et vous arrivez à minuit, comme il n'y a pas de condamnation, mesdames, messieurs, à minuit, à Fleury-Mérogis, on prend un camion, on vous accompagne jusqu'à la porte de jusqu'à la porte d'Orléans, pour que vous soyez à Paris. Vous êtes libre. Voilà comment on sortait là-bas. C'est ce qu'on appelle le tie-break. Mais vous savez, avec l'État, quand il y a des failles, l'État ferme les failles. Qu'est-ce que l'État fait maintenant? Aux dernières nouvelles, quand j'avais demandé si le tie-break existe encore, oh, tie-break Koufa. L'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un centre de gendarmes à la sortie de Fleury-Mérogis. Donc, dès que vous quittez au tribunal, même si vous dites que non, je vais partir, je ne veux pas être condamné, je m'en irai. Dès que vous sortez à minuit, mesdames, messieurs, les gendarmes viennent vous chercher. Ils vous amènent maintenant à leur poste. Pour vous présenter maintenant à ce qu'on appelle, ils ont mis maintenant un juge délégué. Tout est bloqué maintenant. On vous ramène encore à un tribunal. Vous allez aller voir un juge délégué qui va décider maintenant si oui ou non il va vous laisser ou carrément de là, de ce tribunal-là, on vous prend, on vous ramène encore au centre de rétention. Donc, toutes les portes sont maintenant fermées. L'État a tout verrouillé. Il y a la gendarmerie, maintenant, dès que vous sortez de la prison de Fleury-Mérogis, dès qu'on sait que là-bas, le tribunal ne vous a pas condamné, les gendarmes vous attendent.
C'est pour vous dire que ce pays-là, mesdames, c'est la France va mal. Tout est verrouillé maintenant. Tout est verrouillé. L'État a tout verrouillé. L'État a tout verrouillé. Je vais finir avec ça. Je vous ai dit que nous sommes en 1996. Je vous donne comment sortir en prison, comment ça se faisait, comment j'ai joué de malchance. Je vous ai dit, quand rien ne va, rien ne va. Voilà, j'ai enchaîné jusqu'en 1996. Voilà, je reviendrai demain pour vous parler maintenant de 1997 et j'avancerai voilà, jusqu'au jour où je suis sorti. Je vous amènerai chaque étape et le pardon, j'arriverai au pardon. Parce qu'en fait de compte, tous ces rétroviseurs, mesdames, messieurs, que je vous mets, en fait de compte, il finira au pardon. Mais comment pardonner? Comment pardonner à celui qui m'avait fait du tort? Je vous ai dit que c'est redevenu un frère pour moi. Mais comment il est redevenu un frère pour moi? Nous avons fait 20 ans sans se parler. C'est redevenu un frère. Donc, j'ai mis le rétroviseur pour vous dire là où nous sommes partis avec lui et où nous sommes aujourd'hui. Il y a quoi? Il y a même 2 jours de cela. Il m'appelait pour me souhaiter mes meilleurs vœux. Voilà, ce rétroviseur, c'est pour vous amener au pardon. Mais pour l'instant, je ne vous parle pas du pardon. Il faut y aller processus par processus. Nous arriverons au pardon. Je vous dis qu'il est redevenu un frère sur lequel je peux compter. Mais ça, de moi-même, au plus, même dans mes rêves les plus fous, lui, non. Mais Dieu nous permet d'arriver à nous surpasser, à nous surmonter. J'arriverai là. Donc, le but de tout ça, c'est de vous amener palier sur palier pour comprendre comment on peut arriver au pardon. Ce qui n'est pas évident, je vous le dis, je vous dis, pour que vous compreniez. Il me prend une femme, il fait un enfant avec, il prend des papiers, il se barre, la femme vient, elle veut que nous recommencions ensemble, j'ai dit non. Voilà, donc, voilà, tout va en couille. Tout va en couille, et il y a moi qui ne dépasse pas 6 mois. Là, je viens de faire 8 mois, exceptionnellement, mais je cours derrière le temps maintenant. Je cours derrière le temps, et le temps, le compteur de ma liberté est bloqué à 6 ou 8 mois. Le compteur de ma liberté est bloqué à 6 ou 8 mois. Et pixologiquement, quand j'arrive à 6 mois, j'ai l'impression que bientôt, je vais partir. Et j'y vais aussi. Puis en 97 aussi, et je repars encore en prison en 97. Je repars en prison en 97. Voilà, donc tout s'enchaîne, tout s'enchaîne. Donc, mesdames, messieurs, je vais finir par là. Quand je vous parle de l'État, je vais finir par quelque chose qui n'a rien à voir avec le rétroviseur. Je vais finir parce que je vous parlais de l'État, je vous dis que l'État gère tout, l'État contrôle tout. Vous voyez, même avec le Covid, mesdames, messieurs, l'État finira par nous vacciner tout le monde. Parce que demain, l'État va ruser comment? Si vous voulez prendre l'avion, vous voulez aller au Congo, ces compagnies vous exigeront le vaccin, le carnet. Donc vous serez obligé. L'État finira par nous faire vacciner tout le monde. Il a le temps. Il a le temps. Il n'y a pas plus escroc, il n'y a pas plus voleur que l'État. Et c'est toujours lui qui gagne.
Demain, ces vaccins-là qu'on dit, par exemple, ce serait que vous verrez que même pour aller renouveler la carte de séjour, si vous n'avez pas vos vaccins en règle, vous n'allez pas régulariser. Comment vous allez faire en ce moment-là? Vous allez aller faire le vaccin. Pour rentrer à la préfecture, on prendra une agence de sécurité des Noirs, des costauds, bien des Arabes qu'on va mettre là, qu'on va payer pour d'abord désinfecter les mains. Et c'est cette société-là de gardiennage qui va vous demander, avant d'entrer là-bas à la préfecture, on ne va pas contaminer du monde là-bas et des enfants qui sont là-bas. Il faut avoir votre carnet de vaccination. Mesdames, ils finiront par nous avoir. L'État, vous allez en intérim. L'intérim vous dira que les sociétés ne nous demandent que d'envoyer les gens qui sont vaccinés. Parce que là, on ne veut plus que l'économie soit encore, soit encore vraiment en baisse. Là, on démarre l'économie, on démarre. On va travailler avec ceux qui sont vaccinés. Vous allez faire quoi, mesdames et messieurs? Vous cherchez le boulot. L'État passe par l'intérim. Boulot égale carnet de vaccination. Vous allez faire quoi? Vous voyez, l'État finira par nous avoir. Vous voyez là, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de discuter avec quelqu'un. Pour acheter une voiture, maintenant, on vous demande la fiche d'imposition. Acheter une voiture, on vous demande maintenant, dans un garage, on vous demande, oui, vous voulez acheter une voiture, oui. Est-ce que vous avez une fiche d'impôt? Donc, l'État est en train de tout contrôler. Si vous n'avez pas la fiche d'impôt, ça c'est fait que vous ne travaillez pas. Alors, pour acheter une voiture à l'époque, ce n'est pas ce qu'on demandait. Vous venez avec votre argent, on vous donne. Donc, pour sortir, mettez une carte grise. Vous avez une voiture pour sortir une carte grise, maintenant, on demande la fiche d'impôt. Ce que je viens de dire, que moi qui n'ai pas, par exemple, de fiche d'impôt, je ne peux plus acheter une voiture parce que pour sortir la carte grise, il faut une fiche d'impôt. Vous voyez l'État là où il va maintenant. Vous êtes chef d'entreprise. On vous dit désormais, si vous ne voulez pas payer une amende, tous vos salariés qui sont là-bas doivent être vaccinés. L'État finira par nous faire vacciner. Il finira par nous faire plier les genoux. Nous serons tous vaccinés. L'État finira. Mesdames et messieurs, l'État gagne toujours. Je vous ai dit que ce sont des voyous. Ce sont des voyous qui se cachent derrière les lois. Ils se cachent derrière leur immunité parlementaire. Eux, ils peuvent commettre des délits, ils ne seront jamais arrêtés. Nous, on n'a pas le droit. Nous, lorsque nous commettons des délits, nous allons en prison. Eux, non. Ils ne vont pas en prison parce qu'ils sont l'État, ils sont les représentants de l'État. Ce sont eux qui votent les lois pour se protéger eux-mêmes, mesdames et messieurs. Ce n'est pas pour nous protéger. Donald Trump, qui a causé la mort de 5 personnes, mais comme il est président, comme c'est lui, comme il est multimilliardaire, comme ce sont eux qui font les lois, il n'ira pas en prison. Mais ceux qui sont partis au Capitole, on est en train de les chercher. On est en train de les arrêter. Parce que ce sont des citoyens lambda comme vous et moi. Mais celui qui a donné l'ordre de marcher sur le Capitole, qui va le toucher? Mais qui va le toucher, lui? Ici, si moi je suis en train d'évangéliser, par exemple de dire aux petits jeunes, oui, maintenant il faut casser les voitures des policiers, on va m'arrêter.
pour incitation à la haine et à la violence. Mais celui-là qui demande à son public de marcher au Capitole, il est multimilliardaire. Il fait partie de ceux qui votent les lois. Donc, on arrête des citoyens lambda, mais celui qui a donné l'ordre, on ne peut pas. Vous voyez l'État, mesdames. Ce sont des voyous comme nous. Ce sont des mafias comme nous. Mais sauf que nous n'avons pas la loi. Eux, ils ont les outils de la loi. Eux, ils peuvent se protéger. Mais pas nous. Donc, c'est pourquoi je vous dis que l'État finira par nous faire vacciner tout le monde. Personne n'échappera. Même comme vous dites, ah, mais oui, mais voilà. Là, il fait quoi? Il nous dit 18 heures. De 20 heures, nous sommes passés maintenant à 18 heures. Et dans 2 matins, il va nous dire quoi? On a essayé, hein, même à 18 heures, ça ne va pas aller. Reconfinement comme en mars 2020. Nous allons encore aller dans le reconfinement dur. Il dit, l'État il va nous vendre quoi? J'ai commencé à 20 heures, c'est pareil. J'ai réduit à 18 heures, c'est pareil. Il y a toujours des contaminés. Allez, c'est fini. C'est reparti encore pour un mois. Il finira toujours par gagner. Donc, mesdames, messieurs, ce qu'on vous dit, essayez pas de vous instruire. Ce serait peut-être mal interprété de votre part. Mais essayez de vous documenter. Soyez curieux, soyez curieuse. Cherchez l'information. Allez voir ce que les autres font. Essayez de lire pour ne pas être pris à dépourvu. Vous voyez, je vous donne, par exemple, je vous parlais des tie-breaks, je vous dis, il n'y a plus rien. Tout est bloqué par l'État. Tout est verrouillé, mesdames, messieurs. Tout est verrouillé. L'État verrouille tout. Donc, faites attention à tout ce que vous faites. Je finis pour vous dire que demain, je reviendrai. Je vous ai dit 1987, demain, on ira en 1997. Voilà, 1997, je vous donne déjà une piste. En 1997, je suis à la maison d'arrêt de la santé. La maison d'arrêt de la santé, je suis là en 1997. Je vous dirai avec qui j'étais là aussi en 1997, parce que partout où je suis passé, il y a eu des Congolais, il y a eu des Quinois. Donc, tout ce que je vous dirai, je vous mettrai quelques témoins qui seront là, qui peuvent vous dire que ce que je dis n'a rien de faux. 97, mesdames, messieurs, je suis à la maison d'arrêt de la santé dans le 13e arrondissement. Le mondial 1998, celui qui a été gagné par la France, je l'ai suivi à la maison d'arrêt de la santé. 97-98, je suis à la santé. Pourquoi je suis à la santé? Je vous dirai. Voilà, donc étape par étape, voilà, étape par étape, jusqu'à ce que je rentrerai aussi dans la sorcellerie, puisque la sorcellerie fait partie de tout ce qui m'a empêché d'évoluer. Puisque je vous dis, je vous l'avais dit que 87, il y a eu l'argent qu'on m'a donné, l'argent traditionnel. Voilà, Mbobozalo Solo. Donc, tout ça, voilà, ça m'a bousillé toute ma jeunesse parce que j'ai perdu beaucoup de temps en prison. Bon, c'est pas grave, je ne regrette pas d'avoir vécu aussi cette vie-là, mais voilà, j'avance. J'avance. Donc, mesdames, messieurs, voilà, j'avais dit que j'allais faire 2 heures de temps. J'ai tenu. Dans 12 minutes, nous allons finir. Je voudrais vous souhaiter à tous un bon dimanche, même si dimanche, pratiquement, il est fini. Je n'ai pas de nouvelles de mon côté. Je continue à travailler bénévolement, même le dimanche, je vous ai dit, parce que ils m'ont rajouté
Ils m'ont rajouté encore les chevaux. Il faut que je nourrisse aussi les chevaux, puisque le samedi et dimanche, il y a quelqu'un qui s'en occupe ici du lundi au vendredi. Donc, samedi et dimanche, ils ne s'en occupent pas. Donc, il faudrait que je donne aussi du foin aussi aux chevaux. Donc, hormis le cochon, donc, on m'a mis aussi de donner aussi à manger aussi aux chevaux. Et vous savez que les chevaux doivent manger tous les jours. Les animaux mangent tous les jours. Donc, moi, je n'ai pas de jour férié pour faire le bénévolat. Voilà, je le fais. Et j'attends jusqu'alors ce qu'ils vont me dire. J'attends le rendez-vous avec le prêtre. Et puis voilà, ça va se dessiner. Donc, et puis je vous montrerai le chemin dès qu'il sera visible. Donc pour l'instant, demain, je reviendrai sur le rétroviseur 1997. Voilà, 97, je vous dis que je suis à la maison d'arrêt de la santé, c'est dans le 13e arrondissement. Métro La Glacière, c'est là où il y a la maison d'arrêt de la santé. Donc 97, je suis là-bas. 98, je suis là-bas. Donc le mondial gagné par la France, je suis là-bas. Et on évoluera jusqu'au jour où, jusqu'en 2009, je mettais le rétroviseur jusqu'en 2009, la date où, pour la dernière fois, j'ai été incarcéré. Donc je vais y aller pas à pas. Je vous amène le rétroviseur. Et puis à la fin, nous ferons ce qu'on appelle une tautologie. À la fin, nous ferons un résumé complet de tout. Et puis bon, chacun pourra évaluer à sa manière quel est réellement l'impact réel des rétroviseurs. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un bon dimanche et à demain. Je ne sais pas quelle heure, je vais regarder mon programme de travail et puis j'annoncerai l'heure. Je vous souhaite un bon dimanche dans la paix de Christ que j'ai choisi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Allez,